Bonjour à toutes et à tous, on va pouvoir commencer. J'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en pleine forme. Donc avant tout, il n'est pas encore trop tard. Je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2024 pour vous et vos proches. Évidemment, une très bonne santé et je l'espère, beaucoup de bonnes affaires. Donc vous êtes 68 inscrits à ce webinaire. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux à notre événement Visio Eco de début d'année. Nous commençons 2024 dans un contexte social plutôt tendu. D'ailleurs, la démocratisation des visios nous permet d'assurer certains événements malgré les mouvements de contestation, comme ceux qui ont lieu cette semaine. La dernière partie de 2023 était plutôt calme et nous attendons avec impatience les perspectives 2024 selon Maxime Darmé, économiste senior France et États-Unis de chez Allianz Trade. Pour rappel, la première Visio Eco avait eu lieu le 28 janvier 2021. C'est devenu un rendez-vous incontournable organisé en partenariat avec Allianz Trade. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tout particulièrement Claire Favre, qui assure la coordination entre les économistes et la FFDM et qui va changer de fonction au sein d'Allianz Trade. Donc, nous lui souhaitons le meilleur. Je vous rappelle les bonnes pratiques, notamment celle de couper votre micro. Je vous précise également que le webinaire est enregistré. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat de Teams et nous les transmettrons au fur et à mesure à Maxime afin qu'il puisse y répondre au fil de son intervention. Maxime, je vous laisse la parole. C'est à vous pour environ 55 minutes. Merci beaucoup, David. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux présents pour assister donc à nos perspectives économiques. Effectivement, on va surtout parler de 2024 et un peu de 2025 si on a le temps. Et comme je le fais habituellement, on va dans un premier temps regarder un petit peu ce qui se passe au niveau mondial rapidement. On brossera gros traits les perspectives des grandes zones économiques et ensuite on passera dans une seconde partie sur un focus un peu plus détaillé sur l'économie française. Donc, sans plus attendre, écoutez, passons aux perspectives monde. Slide suivant. Alors, gros tableau de chiffres que je vais rapidement commenter, rassurez-vous. Alors, les chiffres à avoir en tête, c'est vraiment tout en haut, donc nos prévisions de croissance du PIB mondial, si vous voulez. Pour 2024, on s'attend, comme vous voyez, à 2,4% de croissance. 2,4% de croissance, c'est très mollasson, disons. Ça serait, si on a raison, la plus faible croissance depuis 2002, tout de même, si on exclut les périodes, bien évidemment, de récession type pandémie, crise financière de 2008, bien évidemment. Donc, une croissance très, très mollassonne pour 2024, après une croissance d'environ 2,7-2,8% qu'on a eu l'année dernière. Donc, un ralentissement, si vous voulez, qui se poursuivrait. Un point rapide par grande zone, je vais rentrer dans le détail, mais on peut déjà regarder ce qui s'est passé en 2023, c'est intéressant. La dissonance, si vous voulez, par exemple, entre la croissance américaine, lui, c'est qui a fait 2,5. Hein. Les chiffres ont été révisés à la hausse tout récemment. On n'a pas eu le temps ce matin de mettre à jour, mais l'économie américaine a cru de 2,5%. Personne n'aurait cru, je pense, au début 2023 que cette économie ferait de 2,5%, au regard de la hausse très forte, comme vous savez, des taux d'intérêt de la Fed et de la forte inflation également. Zone euro, on a à peu près 0,5. Alors, les chiffres du PIB français sont sortis ce matin. Désolé, on n'a pas non plus eu le temps de mettre à jour les chiffres. Donc, l'économie française a fait du 0,9% l'année dernière, contrairement aux 0,8% indiqués. Sur le quatrième trimestre, donc les chiffres de l'INSEE sont parus sur le quatrième trimestre 2023, l'économie française a fait 0%. Du surplace, donc sur les 5 derniers trimestres, l'économie française, 4 trimestres, l'économie française a fait du 0%, donc de quasi surplace. Et le 0,9 de 2023, on le doit essentiellement à une très forte hausse exceptionnelle au deuxième trimestre. Mais on reviendra un peu là-dessus. Donc pour l'année prochaine, comme vous le voyez, par grande zone, on s'attend à un ralentissement marqué aux États-Unis. On s'attend à 1,4%. Mais d'ores et déjà, je dois vous dire qu'on aura sans doute plus que ça, vu que l'économie américaine rentre en 2024 avec encore plus de momentum que ce qu'on pensait. Donc, possiblement, dans 1 ou 2 mois, quand on révisera nos prévisions, je m'attends, sauf accident, à relever ce chiffre plus près de 2%, en fait, que 1,4%. Un point dernier sur la Chine, plutôt en bas du tableau, l'économie chinoise, donc elle a fait à peu près 4,4%. 5,2%, je m'excuse, l'année dernière. Donc là, c'est un ralentissement. On s'attend en 2024 à 4,6%, donc un ralentissement contrôlé
Vous savez qu'en Chine, les autorités contrôlent assez bien la croissance puisqu'ils ont beaucoup de leviers pour le faire, notamment ils maîtrisent le flux de crédit, mais c'est clairement une économie qui ralentit à la fois cycliquement et structurellement. Donc, il y a des effets sur la crise de l'immobilier, bien sûr. Hein. On a vu il y a 2 jours ou hier les nouvelles difficultés d'Evergrande qui ça y est, passe en liquidation judiciaire, donc le géant de l'immobilier. On peut en parler peut-être. Donc, clairement, le modèle de croissance chinois qui a beaucoup reposé sur l'immobilier est terminé. Et maintenant, le défi des autorités, c'est de gérer la transition vers une économie qui va se reposer essentiellement sur des gains de productivité dans le secteur manufacturier. Donc voilà à grands traits les perspectives. Donc si vous regardez un peu en détail, en gros, le ralentissement assez marqué sera dû aux 2 grandes zones économiques que sont les États-Unis et la Chine. Et la zone euro, c'est plutôt une croissance qui resterait très, très mollassonne, mais pas d'effondrement. Avec notamment un petit rebond technique de l'Allemagne qui a fait moins 0,3, donc très, très forte contre-performance de l'Allemagne l'année dernière. Vous voyez, c'est le seul chiffre en rouge. Donc, c'est la seule économie qui a connu une baisse de la croissance sur un an. Donc, c'est très, très violent. Donc, en 2024, on s'attend à un léger rebond, mais vraiment très, très léger. Et l'économie allemande restera probablement coincée dans un sentier de croissance très, 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 très faible. Sur le slide suivant. Alors, pourquoi donc 2024? Si on regarde un petit peu sur le détail, pourquoi on s'attend, si vous voulez, à cette croissance très, très faible, plus faible depuis 2022, hors récession? C'est toujours cet effet, si vous voulez, des politiques monétaires qui mettent beaucoup de temps à avoir des effets sur l'économie réelle. Hein. Les effets de la politique monétaire, comme la littérature économique le dit, sont lents et variables suivant les cycles et suivant les époques. Donc, c'est très difficile en temps réel d'avoir une idée. Mais bon, on pense que là, on voit de plus en plus d'effets très marqués et très nets qui vont encore se manifester au premier semestre, probablement 2024. Une première façon de voir les choses, c'est par exemple à gauche, vous avez la croissance des actifs liquides ou la décroissance des actifs liquides au sein des bilans d'entreprise, qu'on appelle du cash, pour parler simplement. Et là, vous voyez, depuis plusieurs mois, dans les grandes zones économiques des pays développés, les entreprises clairement brûlent du cash. Donc, ce qui veut dire en fait que le financement par crédit bancaire et par marché obligataire se tarit, ce qui est tout à fait logique puisque c'est bien l'effet escompté des politiques monétaires restrictives. C'est de limiter la distribution de crédit et d'émissions d'obligations. Donc, c'est bien ce qu'on voit, les entreprises doivent s'appuyer sur leurs actifs liquides, et notamment en France, et elles brûlent beaucoup d'actifs liquides. Donc, clairement, l'investissement va être très faible, voire va flancher dans certaines zones. On l'a vu avec les chiffres de l'INSEE ce matin pour le PIB français, avec l'investissement des entreprises qui s'est reculé, qui a reculé de 0,6% au 4e trimestre, alors que jusqu'à présent, l'investissement français était très, très dynamique. Donc, vraiment, l'effet corrosif, si vous voulez, des politiques monétaires, doucement mais sûrement, continue à faire son effet. On peut le voir d'une autre façon à droite sur le crédit bancaire aux entreprises, toujours pareil, ben là vous voyez, même chose, il y a un ralentissement lent du crédit, mais un ralentissement qui est tout de même là, présent, et qui devrait continuer au moins au premier semestre 2024. Donc vraiment le premier semestre 2024, je pense, va vraiment être une année un peu un trou d'air cyclique, grosso modo pour un certain nombre d'économies, et notamment les économies européennes et françaises. Sur le slide suivant. Alors, je voulais un point rapide sectoriel. Je voulais vous montrer les secteurs les plus exposés dans ce contexte un petit peu difficile où les taux d'intérêt sont élevés, les conditions de crédit se resserrent, les banques sont plus frileuses pour prêter. On a regardé un petit peu les DSO, c'est-à-dire les délais de paiement par secteur et par jour. Donc, on ne va pas commenter tous les chiffres. Vous avez à gauche un certain nombre de pays par secteur. Excusez-moi, Oui. on est resté sur le slide 3. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, mais ça n'avance pas les slides. Si, ça avance. Bah, moi, je suis resté sur le 3, alors je ne sais pas ce qui se passe. Pour moi, c'est OK. Pour moi, c'est OK aussi. Désolé. Ouais, c'est OK pour moi aussi. 5. Donc voilà, on doit avoir le slide sur les DSO normalement. J'espère que tout le monde le voit. Sauf monsieur, j'espère que ça va aller mieux pour vous. Mais bon, voilà. Donc je vous disais, donc vous avez à gauche par secteur et par pays le nombre les DSO en nombre de jours de chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'on mesure, si vous voulez. Et
intéressant, là, vous avez sur la droite, vous avez la dispersion, donc toujours par secteur, au niveau global cette fois-ci, et par nombre de jours. Et vous voyez que si vous regardez la colonne tout à fait à droite, donc là, ce sont les gens, les secteurs pour lesquels les délais de paiement sont au-dessus de 120 jours de chiffre d'affaires, donc c'est énorme. Et vous voyez que trois ou quatre secteurs se distinguent par des difficultés. La construction, tout d'abord, l'électronique, les machines, équipements de transport. Donc vraiment, et vous avez aussi d'autres secteurs qui sont entre 90 et 120 jours. Il y a pas mal de délais de paiement importants. Donc encore une fois, je dirais que c'est un autre effet des politiques monétaires restrictives et des conditions financières assez compliquées pour beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises retardent les délais de paiement et donc ce qui se voit assez nettement, en tout cas dans certains secteurs. Sur le slide suivant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, on va y revenir sur la France peut-être, mais c'est que les progrès sur l'inflation. L'inflation, clairement, est en phase de normalisation assez rapide. Depuis la fin 2023, disons, un peu partout. Là, vous avez à gauche les données, par exemple, sur les croissances des salaires. C'est aussi quelque chose que les banques centrales surveillent de près, puisqu'évidemment, vous savez, il y a la fameuse boucle prix-salaire auquel les banques centrales veulent absolument éviter les effets, puisque c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 70, où l'inflation galopante a mené des hausses de salaire et la hausse des salaires a ramené de l'inflation et on était rentré dans une boucle infernale. Donc, niveau salaire, on aime bien regarder sur le site Indeed, qui publie des croissances de salaire mensuelles, donc des données très récentes et beaucoup plus récentes et à jour que dans les comptes nationaux, et qui concernent surtout les nouveaux flux de travailleurs ou les nouveaux emplois. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et on voit que dans toutes les zones, grosso modo, il y a un fléchissement, alors encore à des niveaux élevés, encore à des niveaux trop élevés au goût des banques centrales, mais un fléchissement net, néanmoins, notamment aux États-Unis, de la croissance des salaires. Donc, dans ce compte, et je peux aussi vous dire que dans certaines zones, comme aux États-Unis, si vous regardez l'inflation au moins le mois, on peut même dire qu'elle est revenue quasiment, ou elle est revenue à la cible des banques centrales de 2%. Donc, d'aucuns nous disent que les banques centrales pourraient commencer déjà à desserrer un petit peu les taux. D'aucuns parlent de la Fed qui commencera en mars. Nous, on pense que ce sera plutôt en mai-juin. Vous avez à droite notre prévision pour les trois grandes banques centrales, Bank of England, ECB, donc Banque Centrale Européenne, et la Fed. On s'attend à un relâchement des taux d'intérêt, disons, autour de l'été, avec une possibilité que la Fed, voire la BCE, lâche même du lest un petit peu avant, voire pendant le printemps, puisque vraiment l'inflation se normalise très, très rapidement. Et donc, les banques centrales ne veulent pas non plus maintenir des taux d'intérêt trop élevés trop longtemps, puisqu'on vient de le voir, les effets corrosifs de leur politique monétaire se font sentir. Donc, elles sont un petit peu en étau. Elles ne veulent pas être trop rapides, pas trop lentes non plus. Voilà, elles ne veulent pas non plus perdre leur crédibilité et recommettre les erreurs des années 70. Donc voilà, les taux d'intérêt qui vont baisser, mais qui vont baisser assez lentement. Donc clairement, le consensus est clairement que les taux d'intérêt zéro, c'est du passé. Donc les taux d'intérêt zéro qu'on a connus pendant la décennie 2010 jusqu'à le Covid, c'est une période exceptionnelle et il y a de plus en plus de consensus. Et nous, on fait partie de ces gens-là qui pensent que cette période est révolue et les taux d'intérêt vont difficilement baisser sous les 2,5% en Europe, par exemple. Sur le slide suivant. Alors, États-Unis, donc comme je vous l'ai dit, très forte croissance exceptionnelle de 2,5% l'année dernière, en grande partie alimentée par deux effets majeurs qui ont été, côté consommation des ménages, une très forte épargne accumulée pendant la pandémie de Covid, qui a été dépensée par les ménages américains pour soutenir leurs dépenses de consommation. Le crédit à la consommation a aussi été très important. Donc ça, c'était l'effet numéro 1. Et l'effet numéro 2, c'est la politique budgétaire qui a été très expansionniste ou laxiste, ça dépend comment vous voulez l'appeler, à la fois au niveau de l'administration centrale fédérale Biden, mais aussi, on en parle moins, au niveau des États, des 50 États américains et des 3000 counties américains, qui est aussi une politique budgétaire et fiscale très, très laxiste, pourrait-on dire. Là, vous avez à gauche l'exemple sur justement les États et les counties, les 3000 counties américains, donc c'est comme 10% du PIB, un tiers de la dépense publique. Donc, ce n'est pas rien. Comme vous voyez, donc, la courbe verte vous montre la croissance de l'investissement public local, donc qui a explosé à plus de 20% en glissement annuel.
Et cela a été permis par une hausse des recettes. Donc là, c'est la courbe bleue, les recettes fiscales ont été très élevées. Et comme vous voyez, les deux courbes sont très corrélées. Donc les États aiment dépenser quand ils ont des recettes budgétaires. Ils dépensent. On voit que, par contre, pour 2024, les choses sont un peu plus… disons que la politique budgétaire est un peu plus restrictive, en tout cas moins expansionniste, c'est ce à quoi on s'attend, puisqu'on voit que la courbe bleue, donc les recettes fiscales commencent déjà à chuter. Donc, ce qui, selon nous, est un signe de ralentissement en cours de l'économie américaine. Et donc, la politique budgétaire, notamment au niveau local, va un petit peu se durcir, mais également au niveau fédéral, même s'il ne faut pas s'attendre à beaucoup de restrictions, puisque nous sommes dans une année électorale. Donc, l'administration Biden va très certainement faire très peu de choses sur le plan fiscal. Quelques restrictions de dépenses tout au plus d'ici la fin de l'année. On voit également l'effet corrosif de la politique monétaire de la Fed sur le graphique de droite. Là, vous voyez le taux de défaut sur un certain nombre de crédits. Alors, le taux de défaut sur les crédits commerciaux industriels, en gros les entreprises, reste à des niveaux exceptionnellement faibles, 1% de taux de défaut. Donc, je mets ça en lien directement avec des bilans des entreprises américaines extrêmement solides, globalement. Par contre, niveau consommateur, donc sur les prêts à la consommation, là, il y a un petit redressement. On est à peu près à 2,5-2,7% de taux de défaut. Donc, ça remonte, mais bon, ça reste à des niveaux, historiquement, quand vous prenez une perspective un peu plus longue depuis les années 90, ça reste à des niveaux totalement gérables pour les banques américaines. Mais bon, selon nous, c'est quand même un signe que certains ménages, notamment les moins fortunés, commencent un petit peu à souffrir à cause des taux d'intérêt élevés. Slide suivant. Alors, un point rapide sur les Bidenomics, c'est-à-dire les Bidenomics du président Biden qui veut réindustrialiser le pays. Là, vous avez à gauche les niveaux de dépenses en investissement côté américain. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est la courbe un peu grise qui vous montre l'investissement, qui inclut l'investissement dans les usines. Et l'investissement dans les usines a beaucoup augmenté sur le cours des 2 dernières années. Donc, un des succès du Bidenomics, notamment avec le CHIPS Act, concentré sur le secteur semi-conducteur, et l'IRA, concentré sur le secteur de l'industrie verte et des véhicules électriques. Donc, vraiment un soutien de par les crédits, les subventions et les crédits fiscaux commence à se voir donc un succès certain de ce côté-là. Alors, niveau production industrielle à droite, on ne voit pas encore les effets, puisque la production industrielle américaine est à peu près stable, flat depuis une quinzaine d'années. Donc, il n'y a vraiment pas de réindustrialisation à court terme, mais ça prendra du temps, puisque dans un premier temps, si vous voulez, les entreprises augmentent leurs dépenses d'investissement, et ensuite, on espère que la production suivra. Donc, on est encore un petit peu en phase d'attente, mais il y a quand même des effets qui sont visibles, je dirais, des Bidenomics. Sur le slide suivant. Alors, sur la Chine, donc comme je le disais en préambule, donc là, on est vraiment sur un ralentissement, sur un santé de croissance qui est probablement autour de 3,5%, avec une population qui maintenant baisse, la population chinoise est en baisse, ce qui veut dire que seuls les gains de productivité peuvent tirer la croissance chinoise. Ce qui est assez inquiétant, par contre, c'est l'efficacité de moins en moins forte des politiques macroéconomiques. Vous voyez à gauche, qui vous montre, si vous voulez, le ratio de la croissance du PIB nominal sur le ratio du crédit. Et vous voyez que plus ce ratio baisse, plus ça veut dire qu'une unité de crédit injectée dans l'économie chinoise a de moins en moins d'effet pour générer de la croissance. Ce qui est logique, puisque les Chinois ont passé leur temps au cours des 2 ou 3 dernières décennies à mettre de l'argent public dans les infrastructures, les ponts, les autoroutes, ce genre de choses. Et ils continuent de le faire. Ils n'ont manifestement pas compris que le modèle de croissance devrait se réorienter vers les ménages, plutôt, qui ont un taux d'épargne beaucoup trop fort et dont la confiance, si vous voulez, en l'avenir est très faible. Mais bon, il y a ce biais chinois. Ils font un petit peu les mêmes erreurs que leurs voisins coréens et japonais. C'est-à-dire qu'ils sont omnubilés par les dépenses côté dans les infrastructures et les investissements, alors que cette économie n'en a pas vraiment plus besoin. Néanmoins, au niveau mondial, c'est néanmoins des effets, puisque les Chinois, il est clair qu'ils montent en gamme très, très rapidement dans un certain nombre de secteurs industriels, et notamment, ils taillent des croupières énormes aux Allemands. Là, vous avez à droite la croissance moyenne au cours des 6 dernières années, 17-23, croissance moyenne dans certains secteurs manufacturiers. Et vous voyez que, par exemple, dans les véhicules électriques et les panneaux solaires, on a des croissances de 30, 40, 60% annuels. Donc, c'est des chiffres totalement hallucinants.
Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment des chiffres impressionnants. Donc, une montée en gamme extrêmement rapide dans beaucoup d'industries, dans les batteries électriques également. Et vous voyez tout à fait à droite que donc, ces industries croissent beaucoup plus vite que la moyenne de la production industrielle, qui a été d'environ 5-6% en moyenne au cours des 6 dernières années. Sur le slide suivant. Alors, l'Allemagne, on en parlait justement. Donc, homme malade de l'Europe, en interrogation. La réponse est oui. La réponse est oui. Pourquoi? L'Allemagne, alors rapidement, je crois qu'il paye le prix de politiques publiques assez mauvaises, notamment sur l'énergie. Ça va surprendre personne, avec une économie allemande, une industrie qui s'est reposée sur du gaz russe pendant de nombreuses années, du gaz russe bon marché. Et bien évidemment, les choses ont changé depuis la crise ukrainienne début 2022. Là, vous avez à gauche, par exemple, le niveau d'incertitude sur les politiques économiques. Donc, ça vous montre à quel point les ménages et les entreprises, on leur demande, est-ce que vous trouvez que la politique économique est claire? Et bien, vous voyez qu'en Allemagne, depuis 3-4 ans, le niveau d'incertitude est extrêmement élevé, même plus élevé que chez nous en France, c'est pour vous dire. Et plus qu'en Chine également. Donc, vraiment, il y a un souci, je dirais, au niveau de la politique, au niveau du gouvernement, des coalitions allemandes, où il n'y a pas de ligne claire directrice sur la politique économique. On peut le voir à droite aussi également sur les niveaux de dépenses en usines, très intéressant pour la réindustrialisation. Je vais vous en parler un instant pour les Américains. Vous avez la courbe américaine qui explose, donc les Bidenomics marchent très, très bien, puisqu'on est passé en bas 100, on était à 100 par exemple en octobre 19 avant la pandémie, on est à 200, doublement des dépenses de construction d'usines sur le territoire américain. France, stable, on limite la casse, disons, mais il n'y a pas vraiment de signe de réindustrialisation. Allemagne, en revanche, économie fortement industrialisée, il y a une chute assez nette, 20% depuis 5 ans des dépenses en nouvelles usines. Donc clairement, l'incertitude politique, la fin du gaz russe, une politique énergétique illisible, et aussi, on l'a dit, une montée en puissance très rapide de la Chine sur les segments allemands, et notamment les machines-outils et les autos, clairement remettent en cause le modèle allemand qui a si bien fonctionné au cours des 2 dernières décennies. Et malheureusement, on ne s'attend pas à beaucoup d'amélioration au cours des 2-3 prochaines années pour ce modèle allemand. La seule chose positive, je dirais, c'est qu'ils ont énormément de marge de manœuvre budgétaire, avec une dette publique très, très faible. Donc ça, c'est leur gros point fort, les Allemands, à voir s'ils utiliseront à bon escient cette manne. Sur le slide suivant. Alors, un point sur les tensions en mer Rouge qui, effectivement, alors là, font beaucoup parler. On entend un petit peu tout son contraire sur cette crise. Donc, on voit effectivement qu'il y a une chute importante du trafic maritime par la mer Rouge et le canal de Suez, et donc un allongement des durées de livraison de 10 à 20 jours, puisque les bateaux maintenant passent par le cap de Bonne-Espérance et par l'Afrique. Donc, clairement, un choc d'offres négatif pour l'économie mondiale, comme on en a été habitué depuis la pandémie. Alors, premier point, ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte est très différent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment, je vous l'ai montré, dans une croissance qui ralentit et dans un monde où les pressions inflationnistes se résorbent. La demande est faible et on a des niveaux de stock, c'est un petit peu le reflet de tout ça, on a des niveaux de stock très élevés. Donc, à court terme, on ne voit pas encore dans les données des effets très visibles, heureusement, sur l'économie. Là, vous avez à gauche, par exemple, le niveau de stock par rapport au niveau des ventes. Axe des abscisses niveau États-Unis, axe des ordonnées Europe occidentale. Et vous avez par secteur. Et vous voyez qu'on a des niveaux de stock plus de 20 jours pour la plupart en Europe, pour la plupart des secteurs, pardon, et notamment les biens, les consumer durables, donc les biens à la consommation durable, et le textile, qui sont des biens fortement importés, notamment fortement importés depuis la zone Asie-Pacifique. Vous noterez au passage que les Américains, que les Européens ont des niveaux de stock très élevés, je disais. Par contre, un secteur qui se distingue, c'est plutôt l'automobile. Où là, vous voyez que tout à fait à droite, le niveau des stocks dans l'automobile, c'est un petit peu le point d'inquiétude, je dirais. Donc, ces gens-là, on a vu beaucoup d'entreprises, je ne dirais pas de nom, mais vous avez sans doute en tête, beaucoup d'entreprises ont arrêté ou ponctuellement arrêté leur chaîne de production en raison de la pénurie de certains composants. Donc, ce n'est pas étonnant, l'automobile est le secteur qui a le moins bien géré, on pourrait dire, son niveau de stock. Mais globalement, c'est quand même des niveaux de stock très solides qui permettent de tenir. À droite, vous avez les indices PMI de janvier là, qui viennent de tomber la semaine dernière sur les délais de livraison. Et on voit que ça commence un petit peu à augmenter, mais ce n'est pas encore non plus dramatique. En France, vous voyez la courbe verte,
C'est un petit peu augmenté dans l'industrie, mais on est loin des niveaux 2021. Donc, on voit dans le graphique, en 2021, les délais de livraison avaient beaucoup augmenté. Donc là, ce n'est pas vraiment ce scénario-là. Les stocks sont élevés. Et aussi, dernier point là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est que les coûts de transport qui ont explosé, c'est environ 1,5% du coût pour le consommateur final. Donc, en gros, vous prenez une explosion des coûts, c'est difficile de voir une inflation qui pourrait augmenter de plus de 0,3, 0,4% à moyen terme. Mais bien évidemment, affaire à suivre, puisque si les tensions devenaient longues et surtout impactaient le prix du pétrole, et c'est là-dessus qu'on est le plus inquiet, bien évidemment, les effets pour l'économie mondiale seraient bien plus forts. Sur le slide suivant. Alors, avant de passer à je ne sais plus, c'est mon dernier slide sur la macro mondiale, mais en tout cas, un des derniers. Ensuite, on passera à la France. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a les élections américaines présidentielles et congrès en partie, Chambre des représentants et un tiers du Sénat qui est renouvelé en novembre donc, de cette année. Donc, la campagne bat son plein. Monsieur Trump est clairement le favori à la primaire républicaine et commence à prendre de l'avance sur son concurrent Biden côté démocrate. Donc, il y a de plus en plus de chances que nous nous retrouverons avec un Trump 2 à la Maison-Blanche. Donc, on a commencé à regarder un petit peu, on produira une note au cours des prochaines semaines là-dessus pour exposer en détail ce que ça veut dire pour l'économie mondiale. Mais là, je vous résume, si vous voulez, en quelques 10 ou 12 points saillants, ce à quoi on pourrait s'attendre. Alors, peut-être qu'on est un peu naïf sur certains points, on va peut-être y revenir, mais peut-être pas revenir sur tous les points, mais plutôt en bas, ce qui sont les plus importants, je pense, pour l'économie mondiale. Alors, comme vous savez, M. Trump veut tripler les droits de douane sur l'ensemble des partenaires commerciaux des États-Unis, donc les passer d'une moyenne de 3% à 10%, ce qui serait énorme et un choc de confiance monumental. Dans les faits, ce n'est pas si évident que ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que augmenter les tarifs de façon aussi importante sur tous les partenaires commerciaux veut dire de le faire passer au Congrès. Or, le Congrès, premièrement, il n'est pas sûr de l'avoir, le Congrès, la majorité du Congrès, et deuxièmement, le Parti républicain est très divisé, notamment sur les sujets économiques. Donc, beaucoup de vieux conservateurs républicains seraient sans doute très réticents à signer, à donner un blanc-seing pour une hausse aussi dramatique des tarifs, avec une crainte sur les répercussions sur l'économie américaine. Donc, nous, ce à quoi on s'attend, c'est sans doute qu'il y aura beaucoup de tensions et de volatilité en 2025, mais on peut s'attendre d'ici à la fin de l'année avec un accord commercial avec la Chine, un petit peu ce qu'a fait M. Trump juste avant de quitter la Maison-Blanche en 2021, c'est-à-dire la Chine s'engage à ouvrir plus son marché aux exportations américaines, notamment exportations agroalimentaires. Donc, on pense que la Chine a intérêt à le faire et les Américains ont aussi intérêt à le faire puisqu'ils ne peuvent pas se passer des produits chinois à court terme. Les tensions commerciales avec l'Union européenne seront sans doute inévitables, avec des hausses de droits de douane sur certains secteurs, notamment auto, on a en tête, mais on regardera ça de plus près dans les prochaines semaines. Un risque aussi très important, c'est une hausse des contrôles aux frontières et des ports américains, puisque M. Trump est très au fait du détournement de commerce de la Chine qui passe par le Vietnam et par le Mexique notamment, pour éviter les droits de douane. Et donc, il est très au fait de ça. Et on peut craindre, ce sera dans notre scénario de base en tout cas, une hausse des contrôles aux frontières et aux ports qui, bien sûr, augmenterait les coûts logistiques. Et donc, potentiellement, une inflation des biens, encore un nouveau choc sur l'offre, si vous voulez, qui pourrait se manifester au cours de l'année 2025. Dernier point rapide là-dessus, je ne vais pas y passer trop de temps. Politique industrielle, il continuera les politiques de M. Biden protectionnistes, c'est-à-dire des subventions de plus en plus élargies au secteur industriel. Et dernier point, sur les flux financiers, et là c'est aussi inquiétant également, puisqu'il promet un durcissement des contrôles sur les flux financiers en direction et en provenance de la Chine, ce qui a déjà commencé sous l'administration Biden. Donc là, encore une fois, potentiellement des effets délétères sur la confiance des investisseurs. Point suivant. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions sur l'économie mondiale, brossé à gros traits, j'espère que les messages sont assez clairs. En tout cas, on peut passer à la situation française. Oui, pas de questions, on peut continuer. Moi, j'ai une question, c'est concernant l'Inde. Comment vous voyez la croissance de l'Inde? Ah oui, donc, alors l'Inde, on voit une croissance d'environ 6,5% au cours des 5 à 10 ans à venir, avec des secteurs prometteurs en l'IT, notamment la construction,
des secteurs en forte croissance, les services financiers qui explosent. Donc, oui, une économie clairement qui sera la grande économie mondiale la plus dynamique au cours des 10 prochaines années, à n'en pas douter. Exactement. Qui vont profiter aussi de ces tensions commerciales, puisque beaucoup d'entreprises maintenant, pas en masse, mais beaucoup d'entreprises diversifient leur production mondiale, un peu moins en Chine, un peu plus en Asie du Sud-Est et aussi de plus en plus en Inde. Même s'il y a encore beaucoup de défauts structurels pour l'Inde, pour se réindustrialiser. Les points forts de l'Inde sont vraiment sur les services plutôt que sur le côté industriel. Mais vous avez raison, une croissance démographique extrêmement forte, des gains de productivité très forts et beaucoup de potentiel. Ils sont encore tellement loin de la frontière technologique qu'à n'en pas douter, cette croissance demeurera largement au-dessus de 6% au cours des prochaines années. J'ai une deuxième question. Comment vous voyez, est-ce que vous avez un scénario sur l'évolution du prix du baril? Ah oui, donc on est à peu près… alors, les prévisionnistes, on est très mauvais pour beaucoup de choses, mais notamment pour prévoir le prix du baril de pétrole. On est autour de 80 $, 78 $, 80 $, donc peu ou prou les niveaux actuels, stable, puisque vous avez deux effets. Vous avez d'abord et avant tout une demande mondiale qui baisse et donc il y a des pressions. Et on voit que l'OPEC, qui essaie de réduire sa production pour faire monter les prix, notamment au niveau saoudien, ça ne marche pas vraiment, puisque ce qui signe que la demande mondiale est vraiment très très faible. Donc on ne voit pas une hausse hors événements géopolitiques, notamment mer Rouge. On ne voit pas une hausse du prix du pétrole. Donc on est plutôt sur un rythme légèrement baissier du prix du pétrole. Encore une fois, nonobstant un événement géopolitique majeur. Cette question, parce que nous, ça impacte effectivement le prix de l'acier lié à l'import. Oui, bien évidemment. On le voit aussi sur le gaz. Le gaz, il est plutôt orienté à la baisse. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous, Européens. Le prix des matières premières énergétiques serait plutôt orienté à la baisse. Et en plus, vous avez le nucléaire français qui repart beaucoup. Donc, les prix du gaz en Europe sont à des niveaux maintenant assez satisfaisants. Ok, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur la partie monde, rentrons dans l'économie française. Donc, encore une fois, désolé, tous les graphes ne sont pas forcément un jour du quatrième trimestre qui vient de tomber ce matin. Mais en tout cas, qui confirme ce qu'on a dit à Alliance Trade depuis un petit bout de temps, c'est-à-dire que fin 23, premier semestre 24, l'économie française va traverser un trou d'air cyclique, ce que j'appelle un trou d'air cyclique. Pourquoi ? Alors là, vous avez à droite, par exemple, la croissance de la valeur ajoutée des services marchands, le moteur de l'économie française, puisque l'économie française n'a pas beaucoup d'industrie. Et on voit que les indices des enquêtes PMI, donc les enquêtes de confiance, si vous voulez, auprès des directeurs d'achat, la courbe jaune, sont à des niveaux très faibles, voire récessifs. Donc là, la courbe bleue, elle est tombée au quatrième trimestre déjà, donc elle se rapproche de la courbe jaune. Et les données de janvier montrent que l'activité restera encore en berne au premier trimestre, donc le trimestre en cours. Les perspectives de court terme aussi dans le secteur manufacturier ne sont pas très, très reluisantes. Vous avez à gauche l'enquête Banque de France sur les perspectives du secteur courbe bleue et la production industrielle manufacturière courbe verte. Et on voit la croissance devrait rester légèrement négative au cours des prochains mois, malheureusement. Donc, vraiment un secteur industriel qui fait du surplace maintenant depuis plusieurs mois. Et on pense que ça va le rester, en tout cas au cours du premier semestre 2024. Sur le slide suivant. Donc, le point d'importance aussi, et on l'a encore vu ce matin, je vous le disais en préambule avec les chiffres du T4, c'est que le resserrement des conditions financières, ça y est, commence à peser sur l'investissement des entreprises. Donc, vous avez à gauche la croissance de l'investissement non résidentiel en France, la courbe bleue. Donc, comme vous le voyez, nonobstant la période Covid, a été très, très dynamique, plus dynamique que chez beaucoup de nos voisins. Donc, c'est une très bonne chose. Et la courbe bleue, je peux vous dire que pour le quatrième trimestre, elle n'est pas un jour, encore une fois, c'est sorti ce matin, elle est tombée à un niveau très proche de zéro. Donc, ce qui rejoint la courbe verte, excusez-moi toutes ces courbes, mais la courbe verte, c'est quoi ? C'est les enquêtes auprès des établissements de crédit qui vous demandent la demande de prêts pour financer des nouveaux investissements. Et on voit qu'il est en chute libre. Donc, les entreprises françaises, clairement, ne veulent plus de crédit pour financer leurs investissements. Pourquoi ? Parce que le coût du crédit est trop cher. Et donc, vous avez non seulement ça, côté demande, mais en plus, côté offre, les banques françaises nous disent qu'au cours des 3 prochains mois,
elles vont encore durcir le crédit. Donc, c'est pour ça que, selon nous, il n'y aura pas vraiment de reprise avant l'été en France. À droite, c'est très intéressant. On a décomposé, si vous voulez, le financement de l'investissement français entre les deux grosses composantes qui sont l'investissement externe, donc l'investissement par les marchés et par les banques. C'est la courbe un peu bleu clair, grisâtre, external funding. Et on voit qu'elle est autour de zéro. Donc, les entreprises françaises n'ont plus aucun en net de financement externe. Et donc, elles se reposent entièrement. C'est la courbe bleue qui explose, la courbe bleue internal funding. Elles se reposent entièrement depuis 24 mois sur leurs réserves de cash pour financer leurs investissements. Les réserves de cash ont été très fortes post-Covid, mais elles brûlent beaucoup, comme on l'a vu dans le slide, un des tout premiers slides. Et donc, on voit que par nécessité, et c'était confirmé ce matin, l'investissement commence à flancher sérieusement, puisqu'il n'y a plus suffisamment de financement par les marchés ou par le crédit bancaire pour permettre aux entreprises d'accroître leurs investissements. Et ça va durer d'ici l'été, selon nous, avec heureusement une baisse des taux qui devrait intervenir de la BCE, qui va intervenir et qui devrait commencer à relâcher un petit peu les pressions. Sur le slide suivant, donc voilà, c'est exactement ce dont je vous parlais. À gauche, vous avez le niveau des actifs liquides, donc les fameux cash, les fameuses réserves. Donc, c'est une croissance tendancielle, puisque l'économie, elle grossit, donc c'est normal qu'il y ait de plus en plus de réserves de cash au niveau macroéconomique. Et vous voyez que ça a beaucoup monté pendant la pandémie, et depuis plusieurs mois, les réserves de cash sont redevenues à leur niveau de la tendance pré-Covid. Donc, tout a été épuisé. Si vous voulez, tout le coussin de sécurité accumulé pendant la pandémie de Covid, si vous voulez, a été épuisé. On est revenu à un niveau pré-pandémie. Et donc là, je précise, ce sont des actifs, donc c'est le cash liquide déflaté par l'inflation. C'est vraiment la valeur réelle de vos actifs liquides, puisque bien évidemment, l'inflation ronge la valeur de vos actifs. À droite aussi, donc toujours pour illustrer ce point sur les conditions financières qui sont difficiles, je trouve, pour les entreprises françaises et notamment pour les PME, encore une fois confirmé ce matin, vous avez deux enquêtes intéressantes. L'enquête Rexecode, c'est la courbe verte. La demande pour ce qu'on appelle des fonds, pour des prêts, des prêts relais, bridge funding en anglais, c'est-à-dire des prêts de très court terme pour financer votre trésorerie. Et on voit qu'elle a explosé. Donc, il y a beaucoup de PME, manifestement, qui vont auprès de leur établissement bancaire pour demander des avances de court terme pour faire face à des écarts ou des problèmes de trésorerie. Et tout ça est cohérent aussi, donc de ce durcissement des conditions financières, est cohérent avec l'enquête BCE, Banque Centrale Européenne, c'est la courbe bleue. Là, on demande aux banques quels sont vos standards de crédit, c'est-à-dire quelles sont vos conditions de crédit pour les PME, SMEs, pour les trois prochains mois, et on voit qu'elles sont extrêmement restrictives, puisque plus la courbe bleue augmente, plus il y a des établissements bancaires qui vous rapportent un durcissement ou un durcissement à prévoir de leurs conditions de crédit pour les PME. Donc vraiment, c'est compliqué pour beaucoup de monde, on va dire, depuis la fin 2023, et ça va le rester malheureusement, je le crains, pour le premier semestre 2024. Sur le slide suivant. Et donc, en lien avec ça, bien évidemment, vous me voyez venir, les défaillances explosent. Donc, vous avez à gauche le nombre de défaillances mensuelles, donc mois le mois, hors micro-entreprise. Micro-entreprise, c'est beaucoup de gens, ce n'est pas forcément lié avec le cycle économique, donc on a décidé de les exclure pour ce slide. Et on voit que depuis la reprise post-Covid, alors on est beaucoup monté, c'est des effets de rattrapage, je vais en parler dans 2 secondes, mais on voit les derniers chiffres en état de plus de 400 entreprises qui font défaut, faillite ou sont en redressement judiciaire depuis la fin 2023. Donc, c'est des niveaux les plus élevés depuis 2009, depuis la crise financière. Donc, des chiffres qui font assez peur. Alors, graphique de droite, c'est en grande partie des effets de rattrapage. Là, vous avez à droite la courbe verte, si vous voulez, c'est le niveau cumulé, le stock cumulé des nombres de défauts qu'on aurait eu en l'absence de pandémie. On aurait eu 10 000 défauts cumulés. Et la courbe bleue, c'est ce qui s'est passé dans la réalité. Et comme vous le voyez, en 2020-2021, le niveau était bien inférieur à ce qui était suggéré par la tendance pré-Covid. Et depuis, on a un rattrapage rapide de ce niveau. Et donc, à la toute fin 2023, si vous voulez, on est exactement, c'est assez frappant, on est exactement revenu à la tendance pré-Covid. Autrement dit, tous les défauts qui seront supérieurs à 200
250 par mois dans les cours des prochains mois, et on pense que c'est ce qui va se passer, signaleront une détérioration marquée de l'environnement économique, puisque la tendance pré-Covid, c'est à peu près 200 par mois. Donc, on pense qu'on sera dans les 300, 350 d'entreprises, hors micro-entreprises, qui feront défaut, faillite au cours des prochains mois. Sur le slide suivant, un point sur le marché du travail qui, autre signe donc du trou d'air cyclique, comme je l'appelle, de l'économie française, une petite remontée du chômage et une baisse des intentions d'embauche. Donc là, vous avez à gauche la croissance de l'emploi privé, qui a été très dynamique en France, très, très dynamique. Le deuxième point très positif avec l'investissement jusqu'à présent, c'était l'emploi en France. Et malheureusement, on voit que dans les dernières enquêtes PMI, sur la composante emploi, c'est l'autre courbe, on voit qu'elle a beaucoup baissé, donc ce qui signale un tassement, voire un léger repli de l'emploi privé au cours du début de l'année 2024. Donc, la frénésie d'embauche, si vous voulez, est clairement derrière nous. La frénésie d'embauche des entreprises est clairement derrière nous. Néanmoins, c'est une bonne nouvelle, bien évidemment, on ne voit pas une forte remontée du chômage au-delà de 7,6, 7,7%. D'ici la fin de l'année, on est à 7,4%, 7,3% actuellement. Donc, on voit encore une petite remontée, mais une remontée très limitée du chômage. Pourquoi? Parce que les pénuries structurelles, pour ainsi dire, sont toujours là, s'installent dans la durée. Là, vous avez à droite les enquêtes Commission européenne dans le secteur manufacturier et services. On demande aux entreprises quelles sont vos pénuries de main-d'œuvre. Et vous voyez, importantes entreprises vous disent que la main-d'œuvre, effectivement, est un des facteurs qui limite le plus leur production. Donc, c'est une contrainte importante à leur production, si vous voulez. Et on voit que ça reste à des niveaux très, très élevés, malgré le ralentissement de l'économie française. Et notamment dans le secteur manufacturier, où là, ça devient très, très compliqué d'embaucher des ingénieurs, des techniciens, au regard du déficit criant de compétences techniques en France. Mais même dans les services, vous voyez que les niveaux de pénurie sont encore assez élevés, même si elles ralentissent. Sur le slide suivant. Côté résidentiel, là, ça devient aussi, c'est très compliqué depuis plusieurs trimestres, comme vous le savez, et malheureusement, on ne voit pas avant la fin de l'année 2024 un redressement du marché de la construction résidentielle. Vous avez à gauche le niveau d'investissement résidentiel, Housing Investment, la courbe verte, donc qui est en fort repli depuis 2021. Et quand on regarde les intentions d'achat des ménages pour les 12 prochains mois, elles sont encore, c'est la courbe noire, j'allais dire, elles sont encore dans le rouge, mais c'est la courbe noire. Et on voit qu'elles sont très, très faibles, ce qui signale, la corrélation des deux courbes est plutôt bonne, ce qui signale que l'investissement résidentiel, et ça a été confirmé ce matin pour le T4 23, l'investissement résidentiel va encore se contracter au cours des prochains mois et probablement pour la majeure partie de l'année 2024. La construction, par contre, ce n'est pas que du résidentiel, c'est aussi des constructions de bureaux, de commerces, d'usines et d'infrastructures surtout. Là, par contre, les perspectives, déjà, globalement, la construction non résidentielle s'en sort pas si mal que ça, avec des petits gains en fait, d'activité au cours des derniers trimestres et surtout le niveau de commandes accumulées, c'est ce qui vous montre un petit peu la courbe de droite, enquête Commission européenne, c'est-à-dire le niveau de commandes accumulées est énorme, équivalent à 7 mois et demi de production. Donc, vous avez des perspectives vraiment très, très bonnes pour le secteur de la construction résidentielle en France, et notamment au niveau infrastructure, notamment avec une commande publique qui augmente fortement en vue de la transition écologique et digitale. Donc, les perspectives sont quand même plutôt, il faut le dire, plutôt bonnes pour le secteur de la construction hors résidentielle en France. Et il n'y a pas vraiment de contraction dans ce secteur. Donc, c'est vraiment concentré sur le résidentiel, les difficultés. Slide suivant. Industrie, donc justement, industrie, donc comme vous le savez, c'est la mère de toutes les batailles pour les décideurs, pour la politique économique. On en a un petit peu parlé, je vous ai montré des courbes. Là, vous avez à gauche, c'est intéressant, vous avez une décomposition de l'investissement en produits manufacturés. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut regarder en premier pour voir les premiers signaux de réindustrialisation. On en a parlé pour l'économie américaine, je vous ai aussi parlé pour l'économie allemande, on avait aussi en France. Donc là, les signaux sont plus que mitigés, disons.
C'est-à-dire que la seule courbe qui augmente fortement, c'est les investissements dans les machines et équipements. Manifestement, les industriels français dépensent beaucoup en machines et équipements. On peut y voir un certain optimisme de ces industriels, ce qui est une très bonne chose. Mais par contre, dans les deux autres secteurs que sont les matériaux de transport et surtout dans les structures, c'est-à-dire dans les constructions d'usines, c'est la courbe rouge, on en a déjà parlé, en comparaison allemande et américaine. Eh bien, ces deux courbes sont essentiellement très flat, très peu dynamiques, donc difficile de voir encore des premiers signes tangibles ou manifestes de réindustrialisation. Donc, l'économie française et le secteur manufacturier ont beaucoup, malheureusement, je crains, de défis structurels à remonter. Et on n'a pas trop le temps d'en parler maintenant, mais on pourrait résumer ça par la faiblesse très inquiétante des gains de productivité en France. Là, vous avez à droite la croissance depuis les années 80 de la croissance de la productivité. Donc, il y a un ralentissement séculier depuis la crise financière qui s'observe dans toutes les économies avancées. Mais ce qui distingue notamment la France depuis la pandémie, c'est une chute très forte des gains de productivité. Alors, en partie conjoncturelle, en partie expliquée par les effets d'emploi. Donc, sans nul doute que tout ça va en partie se résorber, mais en partie seulement, on le craint. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on décompose, alors désolé d'être un peu technique, mais les économistes aiment bien décomposer la productivité dans ces deux composantes, c'est-à-dire dans la composante qui vient de l'investissement, ce que j'appelle le capital deepening, donc l'intensité capitalistique, si vous voulez, de plus en plus de machines par travailleur, et la deuxième partie, ce qu'on appelle la total factor productivity, c'est-à-dire la productivité globale des facteurs, qui en gros mesure grosso modo le progrès technique, ainsi que l'efficacité avec laquelle le capital et le travail sont réunis pour produire une unité de production. Et on voit qu'en France, c'est vraiment cette PGF, donc productivité globale des facteurs, qui a chuté de façon très importante. Et sans redressement très important des gains de productivité, on voit mal comment cette économie française pourra se réindustrialiser. Sans parler des problèmes de moyen terme sur la croissance potentielle, le financement des retraites, etc. Sur le slide suivant, un point sur l'inflation. Donc, très bonne nouvelle, l'inflation française est en phase de repli très forte. Et en fait, nous, dans le marché, on est parmi les plus optimistes sur les perspectives. On s'attend à 2% d'inflation d'ici la fin du printemps. Donc, on pense que l'inflation française va revenir à 2%. Elle est à 3,7% actuellement. Donc, à 2% d'ici le printemps 2024. On est parmi les plus optimistes sur le marché. Ce qui est une très bonne nouvelle, bien évidemment, pour soutenir le revenu disponible des ménages et les salaires réels, donc le pouvoir d'achat. Et il est vrai que si on voit à gauche, vous avez le niveau de consommation des ménages, la courbe verte, vous voyez que depuis la pandémie, la consommation des ménages a été le parent pauvre de l'économie française, puisqu'elle était essentiellement flat. Donc la consommation des ménages très faible en France, en dépit d'un revenu disponible réel, c'est la courbe bleue, qui a, bon an mal an, un petit peu progressé en dépit de l'inflation. Il faut dire que l'État français a mis le paquet pour soutenir le revenu de beaucoup de ménages, chèque alimentaire, etc., chèque énergie. Et vous voyez que la différence entre les deux, c'est juste l'épargne, en fait. Et la flèche va augmenter, donc le niveau d'épargne des Français a explosé. Donc, il y a un énorme stock d'épargne en France. Énorme. On espère qu'il va être en partie dépensé. Les Américains l'ont très bien fait. Les Européens sont beaucoup plus frileux. Donc, on table, nous, Allianz Trade, sur un début de réutilisation de l'épargne d'ici le deuxième semestre 2024. Donc, on pense que la reprise, si vous voulez, d'ici le milieu de l'année, sera alimentée d'abord et avant tout par des ménages qui seront de plus en plus confiants grâce à la baisse de l'inflation, qui va un petit peu soutenir le pouvoir d'achat, qui a beaucoup trinqué, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, au cours des 2 dernières années. Donc vraiment, on espère que le moteur de la consommation va redémarrer et que les ménages vont un petit peu dépenser leur épargne, qui est, je répète, énorme depuis la pandémie de Covid. Sur le slide suivant, et on a presque terminé, et on a terminé. Voilà. Donc, merci à vous pour votre écoute attentive, et je suis prêt à prendre des questions s'il y en a. Merci Maxime. Donc effectivement, sur le chat, pour l'instant, on n'a pas eu de questions, mais n'hésitez pas. Voilà, Laurent Noirclair a une question. Notre président, on t'écoute, Laurent. Bonjour David, bonjour à tous. Alors, j'avais une question. Est-ce que donc dans les décennies précédentes sur notre expérience des cycles économiques, est-ce qu'on a déjà, comme aujourd'hui,
analyser une inflation qui est créée par un problème d'offre et non pas de demande, avec du côté travail, un manque de main-d'œuvre et une baisse de la productivité. Du côté machine, des pénuries. Et donc, finalement, avec la hausse des taux, ça a un effet corrosif et ça fait baisser l'inflation. Mais en même temps, ça souffle sur les braises des fondements mêmes en tout cas pour l'industrie, des causes de l'inflation actuelle. Autrement dit, en faisant baisser l'offre, on va augmenter le potentiel d'inflation dès que les taux seront relâchés et que la demande augmentera un tout petit peu. L'offre aura encore baissé et donc on aura encore plus d'inflation. Est-ce qu'on a finalement donc un peu d'expérience sur ces cycles économiques? Et c'est vrai pour la France, mais c'est un peu vrai pour le monde entier, hein, la baisse de la main-d'œuvre, les pénuries sur les composants, les pénuries sur les machines. Etc. Ah oui, alors très bonne question. La première, sur la perspective historique. Les chocs d'offres négatifs qu'on connaît depuis la pandémie sont effectivement importants. Et dans l'histoire du XXe siècle, il y a vraiment deux périodes qui se distinguent, donc ce n'est pas beaucoup. C'est d'abord la période juste post-Deuxième Guerre mondiale, où là, notamment au niveau américain, mais aussi européen, vous avez beaucoup de gens qui sont partis à l'armée et qui sont revenus, donc des très fortes perturbations sur le marché du travail. Et donc l'inflation, si vous voulez, a fait des bonds et a réexplosé en 46-47, quand le gouvernement fédéral a fait retourner le secteur privé et quand le gouvernement fédéral a libéré, si vous voulez, les contrôles des prix. Donc c'est un petit peu ce qui, pour moi, c'est l'exemple le plus proche de la pandémie, puisque la pandémie, ça a été marqué par des perturbations sur le marché des produits et le marché du travail, donc qui sont des chocs d'offres. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième type de choc d'offres, c'est les années 70, l'explosion du prix du pétrole. 73, embargo des pays arabes sur l'exportation de pétrole. 79, révolution en Iran, islamique en Iran. Et la pandémie, finalement, on a un petit peu de tout ça. On a eu des chocs énergétiques, donc un petit peu des années 70. Et on a aussi des perturbations sur l'offre de travailleurs, on peut dire les choses ainsi, donc type 46-47. Donc ça, c'est la perspective historique. Donc les chocs d'offres d'une grande ampleur sont plutôt rares, il faut le dire. L'histoire économique nous apprend que c'est plutôt les chocs de demande qui expliquent les fluctuations économiques. Mais vous avez raison, il y a quelques exemples dans l'histoire où ce sont les chocs d'offres, mais c'est plutôt rare. Et la pandémie fait partie de ces moments rares de l'histoire économique récente où les chocs d'offres ont été très importants. Votre deuxième question, oui, donc vous dites la hausse des taux, les politiques monétaires restrictives, au final, ça tue l'offre. C'est un peu ce que vous dites, si je vous ai compris. Hein. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que finalement, on a mis un couvert sur la casserole, mais on est en train d'augmenter le feu de l'eau qui bout, quoi, quelque part. Là, vous avez une vue très hétérodoxe. Oui, uniquement sur l'industrie, effectivement. Ouais, il y a des gens, effectivement, que c'est le président turc qui tient un petit peu ce discours, qui en gros, il dit que les hausses de taux, c'est pire que le mal. Le remède est pire que le mal. Très honnêtement, j'ai du mal à voir, enfin, comment dire, l'inflation, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Si vous avez une inflation comme aujourd'hui, en tout cas qui est en partie alimentée par une destruction de l'offre, malheureusement, la Banque centrale n'a pas le choix, mais de tuer la demande. Parce que si elle ne fait rien, elle est très bien. J'entends beaucoup ce discours, hein, notamment le prix Nobel d'économie Stiglitz le dit, mais je ne suis pas du tout d'accord. Il vous dit, non, on a des chocs d'offres, la Banque centrale, elle n'a rien à faire. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas que des hausses de taux d'intérêt qu'elle pourra résoudre ces problèmes d'offres. C'est un petit peu ce que vous dites. Je ne suis pas d'accord, parce que si la Banque centrale ne fait rien, l'inflation explose et cela alimente les salaires et une spirale inflationniste. Et donc, au bout du bout, vous vous retrouvez avec une économie qui se rend dans une boucle prix-salaire infernale dont il sera très difficile d'en sortir. Donc, la Banque centrale, malheureusement, même si c'est un choc d'offres négatif, elle n'a pas le choix, mais elle doit quand même tuer la demande. Et c'est ça que ça fait. Et oui, effectivement, c'est très, très douloureux à court terme.
ça détruit l'industrie à court terme, mais est-ce qu'elle a vraiment le choix? C'est ça le problème. Et c'est là que la politique budgétaire, les politiques publiques doivent intervenir, si vous voulez, pour faire en sorte que l'industrie, quand même, quand ce choc est terminé, que l'industrie ressorte la tête de l'eau en mettant en place des politiques, des réformes structurelles. Donc, il faut que l'État, pendant que le choc est difficile, pendant qu'on souffre, pendant que les taux d'intérêt augmentent, il faut que l'État, en attendant, soit intelligent et mettre en place, accélérer la formation, qui est vraiment un des problèmes majeurs de l'économie française et une des causes, selon moi, de la faiblesse des gains de productivité, avec un effondrement du niveau scolaire notamment. Donc, c'est des problèmes qui viennent de très loin. Il faut que l'État fasse quelque chose sur le cadre de régulation. On voit beaucoup avec les agriculteurs. Hein. Vous avez les normes qui ont explosé. Donc, il y a un excès de zèle de la part des autorités françaises et européennes là-dessus. Donc, moi, j'appelle ça aussi des réformes structurelles, donc de faire en sorte que les normes soient moins importantes sur le niveau des taxes, sur le niveau des charges sociales. Donc, c'est là-dessus que l'État doit intervenir pour que les fondements structurels de l'économie, notamment de l'industrie, si vous voulez, s'améliorent. Les industries, ce qu'elles veulent, c'est des ingénieurs, des techniciens qualifiés qu'elles peuvent embaucher. C'est ça qu'elles veulent. C'est des charges, des taxes moins élevées pour être plus compétitifs sur les marchés. C'est ça. Mais à court terme, malheureusement, la Banque centrale n'a pas trop le choix que de tuer une partie de l'activité, y compris manufacturière. Mais bon, c'est un débat théorique. Hein. C'est un débat théorique d'économistes. Et je vous le dis, un des prix Nobel d'économie, M. Stiglitz, n'est pas d'accord. Donc voilà. Maxime, nous avons une autre question de Thomas de Butler de chez Tata Steel. Thomas? La question vient d'être répondue, puisque c'était sur. J'avais une question sur la productivité, donc sur le mécanisme et sur ce qui contribue à cette baisse de la productivité, ce qui pourrait la faire revenir, en fait, ou la corriger en tout cas. Oui, je vous dis, c'est la productivité, seules les réformes structurelles, de structure, pourront la faire revenir. Formation, notamment en France, hein, ça pour moi, c'est le premier problème, le faible niveau de formation et de qualification de la main-d'œuvre. Il faut des investissements. La productivité, je crois que je l'ai dit aussi, c'est aussi le produit des investissements des entreprises. Mais il faut que les investissements des entreprises soient de qualité. Donc, ce qui est très décevant à voir, puisque les entreprises françaises ont beaucoup investi, et malgré tout, la productivité s'est effondrée. Donc, manifestement, il y a des problèmes sur la qualité des investissements également. Que vous dire de plus? Le cadre réglementaire, bien évidemment, c'est très complexe. Hein. Tout ça influe. La capacité des entreprises. Il y a aussi la question aussi du financement par marché. Les Américains sont très bons, puisque leurs entreprises se financent sur les marchés obligataires plutôt que sur le crédit bancaire. Or, le marché obligataire est beau. On a écrit un papier là-dessus, si ça vous intéresse. Le marché obligataire finance beaucoup plus facilement les startups, les entreprises innovantes, prennent beaucoup plus de risques. Et en Europe et en France, j'espère qu'il n'y a pas de banquiers dans la salle, je ne vais pas me faire que des amis, mais le problème d'avoir un crédit quasi exclusivement bancaire, les banques sont plutôt des gens frileux. Elles ne prêtent pas n'importe qui et selon moi, c'est une des raisons des divergences avec les États-Unis. C'est qu'eux, ils ont un marché obligataire qui finance tout le monde. En tout cas, vous êtes une entreprise innovante et performante, vous allez sur le marché obligataire et on vous finance pour votre croissance, ce qui n'est pas le cas en Europe. Merci beaucoup, Maxime. Les banquiers sont frileux, parfois les assureurs un peu aussi. Merci beaucoup. Merci Maxime pour votre intervention et ces explications qui sont toujours aussi claires. On va respecter le timing, hein, nos visios, on essaye de les tenir entre 9h et 10h, il est 59. Donc encore une fois, j'espère que cette visio vous aura plu à tous. De toute façon, nous vous enverrons le lien qui vous permettra de revoir l'événement si vous avez loupé quelques petites choses ou si vous voulez les réentendre. Et en attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.